Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à IT Version Sport, votre émission positive, éducative. Une émission, j'aime qu'on dit souvent, qui est là pour permettre nous comprendre tout ça qu'a fait dans l'activité sport en Haïti de manière positive et éducative. C'est le but de cette émission-là. Jodia, sous plateau, nous avons vraiment pile chance pour nous recevoir le docteur Patrick Dupont, quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ses efforts au niveau des traitements des différentes pathologies et des athlètes en général. Alors, on va donner un petit résumé de ses compétences. Il est chirurgien orthopédiste, chirurgien de la main et des membres supérieurs. Il a fait la traumatologie du sport et à son CV, il ajoute une maîtrise en administration et dans les services de la santé. Donc, ce n'est pas n'importe qui que j'ai à mes côtés pour pouvoir parler du sujet aujourd'hui qui sera les différentes pathologies musculaires que l'on peut retrouver dans le milieu du sport. Patrick, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir. Voilà, alors on va d'abord commencer par une petite anecdote. Je pense que ça, c'est un bagage qui est très important pour tout le monde comprendre parce que il y a des terminologies que monde qu'on utilise là yo pral kay docteur et il faut que yo connaît exactement qui gens pour yo présenter sujet à by docteur. Oui, ça semble que de discuter avant. Bon, en général, patient mais moun qui a un problème là, il a tendance à assimiler toute bagaille qui la colle, et en particulier la membre lié à veine. Veine décrit pour haïtien toute sa dedans, que ce soit muscle, que ce soit artère, que ce soit veine, que ce soit tendon, c'est veine lié. Et c'est son mauvais bagage parce qu'en général, il y a si grand monde qui a une information à savoir que veine a un problème en circulation, c'est pas suffisant puisque il y a l'autre structure qui a action par yo, fonction par yo et généralité par yo. Donc le appareil de muscle et son bagage que nous avons discuté souvent avec patients, c'est que muscle dans son bagage, veine dans son bagage, artère dans son l'autre encore. Et muscle en lui-même, c'est un bagage que nous gagnons tout encore, tout côté que gagne des actions qu'a fait dans bras ou dans jambe ou dans n'importe quel côté qui gagne activité quoi bouger un côté, c'est muscle qui fait le bouger. Et muscle c'est une série de cellules sous forme de longues fibres qui contractent et relâchent au fur et à mesure que besoin. Cerveau voit information par muscle ou besoin de mouvement en fait à travers contraction musculaire et relâchement musculaire. Et c'est malheureusement une structure qui a une possibilité pour lui prendre un pile choc. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Exactement. Donc, on va commencer avec l'anatomie musculaire. Ça, c'est un bagage qui est très important pour le comprendre, pour maîtriser. Qu'est-ce que c'est que l'anatomie musculaire? Alors, l'anatomie musculaire, c'est que chaque organe, chaque élément du corps, lorsque vous bougez vos doigts, vos poignets, vos coudes, vos épaules, vos jambes et vos hanches, n'importe quelle articulation du corps, la mobilité de ces articulations va se faire non seulement par l'articulation elle-même, mais surtout par l'action des muscles sur ces articulations. Comment ça se fait? Eh bien, les muscles sont des structures qui sont contractiles, à savoir qu'ils peuvent se contracter et se relâcher au fur et à mesure du besoin de l'organisme pour un mouvement ou pour une activité. Le simple fait de parler maintenant, je fais travailler les muscles de ma mâchoire. Et c'est aussi un système, ça fait partie aussi du système musculaire. Le simple fait de vous lever, de marcher, de vous accroupir, de vous asseoir, tout ceci se fait par l'action des muscles. Donc ces structures musculaires doivent fonctionner par, bien sûr, le cerveau, mais aussi par la bonne fonction de ces muscles. Il faut les entretenir pour permettre qu'ils fonctionnent correctement. Absolument. Donc, un exemple comme Kabay dans ça, c'est expression gros nègre, justement. So, ça, les gros nègres, ce sont les muscles, ok, qui enflent à travers les différents exercices que nous faisons. Alors, ça nous amène à l'autre question, on va dire numéro 2, puisqu'on a plein d'autres questions. Qu'est-ce que la crampe? Qui ça les crampes en général? Alors, qu'est-ce qu'une crampe? À quoi elle est due et éventuellement quels sont les traitements qu'on peut avoir pour ne pas en avoir? D'accord. Les crampes. Ouais. La crampe, c'est le terme profane utilisé en général et c'est tout le monde là. N'importe qui a fait du sport en tant qu'enfant, on leur a appris que lorsqu'il y a la jambe qui brusquement se saisit et se contracte, c'est une crampe et que la crampe va passer au fur et à mesure. La crampe, si on veut être, allons dire, puriste, c'est pas vraiment une crampe, c'est une contracture. Le muscle se contracte involontairement, soit par un problème chimique,
soit pour un problème physique. C'est une contracture involontaire. On ne peut pas l'empêcher. Qu'est-ce qui cause la crampe maintenant? Ça peut être soit quelque chose de mécanique, à savoir vous n'avez pas bu assez de liquide avant et après le sport, ou encore ça peut être dû à un déséquilibre de certains éléments qui sont essentiels pour la fonction du muscle, en particulier le magnésium et le potassium. Ce sont deux éléments que vous pouvez facilement avoir dans la nourriture et qui sont importantes quand vous faites une activité sportive. Donc cette contracture involontaire, elle va se faire subitement dans un déséquilibre ou dans un effort qu'on n'a pas préparé. Trop souvent, les athlètes que j'aime appeler les athlètes non professionnels, mais qui aiment beaucoup faire le sport, pensent qu'ils peuvent faire le niveau de l'athlète professionnel, c'est-à-dire commencer une activité physique sans faire d'étirement, sans faire d'échauffement, sans se préparer, ou plutôt préparer leurs muscles qui ne sont pas habitués à ce genre d'exercice, et le faire sans se préparer. C'est très important de pouvoir faire un échauffement et un étirement avant une activité sportive pour éviter ce genre de choses-là. Bien sûr, associé à l'hydratation, à savoir prendre beaucoup de liquide avant et après. Pas au point d'avoir un point de côté, mais juste assez pour vous hydrater parce que vous allez perdre ce liquide-là pendant l'activité physique. La perte en magnésium, en général, la crampe va arriver soit au cours d'une activité physique, mais ça peut aussi arriver si vous l'avez avant le sommeil ou pendant le sommeil, parce que le plus souvent, les pertes en magnésium, les déficiences en magnésium vont se manifester dans la période avant et pendant le sommeil. C'est pour ça que c'est très important de bien s'alimenter, surtout si on fait une activité physique, de bien s'hydrater et surtout de se préparer à cette activité physique. Donc, crampe égale vraiment contracture pour faire la différence avec ce qu'on rencontre lorsqu'on a une pression sur un nerf qui entraîne vraiment ce qu'on appelle une sensation de crampe où la jambe devient, entre guillemets, engourdie, où le membre devient engourdi à cause de la pression sur le nerf. Alors, un exemple qu'on peut utiliser, puisque c'est un exemple d'actualité il y a à peine une semaine, et pour ceux qui sont des passionnés du football ou d'autres activités sportives, et vous allez remarquer que, par exemple, pendant la Coupe du Monde, là, nous connaissons athlètes, dans un premier temps, Yoshita. Premier mi-temps, Yoshita. Depuis qu'on changement pour le fait, depuis qu'on nouveau athlète qui peut commencer et monter sous terrain, qui ça fait monsieur font petit courir, ensuite étirement. Courir, étirement. Donc, c'est exactement ce que le docteur Dupont nous explique, c'est qu'il faut s'échauffer d'abord, s'étirer ensuite. Et il y a un exemple flagrant que nous avons régulièrement dans le football, c'est le match qui a duré trop longtemps. Toute réserve corporelle athlète là commence à baisser, il commence à gagner crampe et c'est comme ça que vous pouvez voir par exemple un athlète, un footballeur en train de courir, brusquement il se tient derrière la jambe, c'est une crampe, tout de suite, et tu me diras si je me trompe, coucher sur le dos, lever la jambe et on fait un mouvement avec la cheville pour pouvoir relaxer le muscle et lui permettre peut-être de reprendre. Mais si la crampe est insistante, malheureusement, remplacement Ouais, pour le prochain match. absolument, tu as tout à fait raison. Et en plus de l'échauffement que les joueurs qui vont monter sur le terrain, comme on dit, font, il y a aussi, vous verrez que les joueurs qui sont sur le terrain prennent cette opportunité pour pouvoir boire un peu d'eau, s'humecter et boire un peu de liquide pour se réhydrater. Et en général, le liquide, c'est pas seulement de l'eau, des fois c'est de l'eau avec des électrolytes, à savoir le potassium et le magnésium inclus là-dedans. Ce que tu as dit est très bien par rapport au traitement, savoir que la première chose à faire, c'est arrêter l'activité sportive tout de suite, c'est certain. Étirement, en particulier, prenons un exemple, le mollet qui est toujours très souvent intéressé par les contractures, c'est de prendre le pied et de tirer vers la jambe avec le plus de force que possible pour permettre de relâcher la tension au niveau du muscle. Et bizarrement, et ça va faire peut-être une controverse entre ce que je vais dire tout à l'heure pour les autres lésions sportives. La contracture au crampe est la seule lésion du muscle où il faut appliquer de la chaleur et pas du froid. Ah, La ça c'est chaleur va intéressant à savoir ça. vasodilater les vaisseaux, en Ouais, particulier les artères, et amener beaucoup de liquide plus au niveau du muscle meilleure que les autres choses qu'on irrigation. verra tout à l'heure. Donc la chaleur pour les contractures, mais pour tout le reste des lésions des muscles, vous verrez que c'est le froid. Alors ça, c'est très important et message pour tous les entraîneurs de ne pas avoir systématiquement le réflexe du spray froid. Il faut d'abord identifier de quoi il s'agit. Absolument. S'agit-il d'une crampe, d'une déchirure, enfin on verra tous les termes tout à l'heure. Ou ça veut dire pour permettre de prendre la décision de savoir quel est le recours à utiliser, surtout si on veut que l'athlète continue peut-être à jouer le match
ou la compétition. Eh bien, ça nous amène à notre prochaine rubrique qui est l'élongation musculaire. Donc là, on vient de parler d'anatomie musculaire, de crampes, et maintenant l'élongation musculaire. Qu'est-ce qu'une élongation musculaire? D'accord. L'élongation musculaire, comme je l'ai dit, le muscle c'est une structure fibrillaire, savoir c'est une structure où il y a une longueur en quelque sorte du muscle qui va se contracter et se relâcher. L'élongation, c'est lorsque lors de la contraction, la contraction et le mouvement qui est imprimé au muscle dépasse la capacité de résistance du muscle et ça entraîne un étirement. Élongation égale étirement des fibres musculaires au-delà de leurs limites. Ce qui entraîne bien sûr automatiquement une douleur, une limitation de l'activité physique, des fois un blocage carrément de l'activité physique et une limitation de la fonction de cette région qui est atteinte par l'élongation musculaire. Alors, encore une fois, on va retourner sur le football. Tu me diras si je me trompe, mais je sais qu'il y a souvent des problèmes d'élongation au niveau des adducteurs. Ça, c'est une blessure très commune. Si nous regardons dans le football, Mounio toujours gagne des douleurs je ne peux pas montrer, mais à ce niveau-là, en dessous de la hanche. Et c'est une douleur qui est très fréquente, surtout après un tir. Donc, tu as tout à fait exprimé ça. C'est-à-dire que pendant que l'athlète l'a shooté, il vient un étirement de tendon ça qui fait que ça devient maintenant une élongation musculaire. C'est ça. Quels seraient les éventuels traitements d'appoint pour une élongation pour permettre à la personne de continuer son match ou son activité quelques temps après? Okay. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, lorsque la personne est prise en charge sur le terrain, le diagnostic doit être fait le plus rapide. Quand je dis le diagnostic, l'impression de ce qu'il y a doit être réalisée le plus vite que possible. À savoir, la première chose, c'est d'immobiliser, et les athlètes sont supposés le savoir eux-mêmes. Jouer avec quelque chose qu'on ressent au niveau des muscles peut entraîner des conséquences beaucoup plus graves pour cette tête s'il ne s'arrête pas. L'arrêt est important pour permettre de vérifier ce qu'il y a. Alors, pour l'élongation, ce qu'on va rechercher, c'est qu'on va voir où se trouve la douleur. Ça, comme tu l'as dit, c'est toujours des fois au niveau des adducteurs ou en arrière de la cuisse qu'on appelle les ischio-jambiers, les muscles ischio-jambiers qui sont très importants aussi dans les mouvements de tir. Et donc, c'est ces zones-là que le secouriste ou la personne qui s'occupe de l'athlète va venir vérifier. Il va vérifier d'abord s'il y a un gonflement dans la région, s'il y a une dépression sur le muscle, parce que heureusement les athlètes sont supposés être très athlétiques, donc on peut bien voir les structures musculaires, il y a moins de graisse, et automatiquement il va faire un diagnostic entre l'élongation et ce qui est plus grave comme lésion, ce sont les déchirures partielles ou totales qui peuvent arriver au niveau du muscle. Donc le repos, première chose, et c'est là qu'on met de la glace en général pour éviter le gonflement, en attendant de pouvoir bien voir si le patient va récupérer, si le sportif va récupérer l'activité. L'élongation, en général, ne va pas entraîner une incapacité totale, ni même entraîner de problèmes graves si la lésion est prise à temps et qu'on ne continue pas à jouer dessus. Si le muscle a été fragilisé par l'élongation, par l'étirement, et si on continue à jouer dessus, ça peut entraîner maintenant une déchirure secondaire. Et cette déchirure maintenant va être beaucoup plus grave que le traitement d'élongation qui, en général, passe par quelques jours de repos avant de récupérer et de recommencer à fonctionner. Alors, par rapport à cet aspect de déchirure musculaire, je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit vraiment signaler au cas où, parce qu'il y a quand même des gens qui font du sport sans supervision de docteur, il n'y a pas vraiment de monitoring à ce niveau-là. Il faut aussi savoir que quand on a une élongation, tu l'as bien décrit, maintenant quand on rentre dans le domaine de la déchirure musculaire, tu vas me dire si je me trompe, normalement il y a maintenant un léger écoulement de sang qui va devenir ce qu'on appelle un hématome. Et à partir du moment où il y a cette effusion de sang-là, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre le cas au sérieux. Ma question par rapport à ça, est-ce qu'aussi il faut mettre de la glace? Parce que là, on parle aussi d'inflammation. Très bien. Alors, première partie de ta question, oui, c'est certain qu'il y a une différence entre l'élongation et ce qu'on appelle le premier stade, en quelque sorte, d'une déchirure. La déchirure peut être classifiée comme étant une déchirure partielle ou complète. Le terme profane, qui est devenu, monsieur, aussi un terme pas médical mais sportif, c'est le claquage musculaire. Le claquage est une déchirure partielle, c'est-à-dire que les fibres musculaires se déchirent, mais pas entièrement et pas toute leur totalité, mais qui entraîne en général ce qu'on appelle une ecchymose, comme tu as dit, parce qu'il y a un saignement. Les fibres musculaires sont richement vascularisées, il y a beaucoup de
sang qui arrive avec de l'oxygène dedans, donc venant des artères, et qui irrigue ce muscle pour qu'il fasse ses fonctions. Et donc, il y a un saignement qui se fait. Ça va se manifester par une ecchymose, c'est-à-dire un bleu, qu'on appelle un bleu en général dans le langage profane, qui, dans la région, va attirer l'attention de la personne qui évalue en disant qu'il y a peut-être un problème plus grave. Oui, la glace est importante, la glace est même primordiale. La glace, ce que ça entraîne, alors c'est pour toutes les lésions qu'on peut avoir, que ce soit une lésion musculaire, une lésion de torse ou encore une fracture, la glace, par le fait de l'application directement sur la région, entraîne une fermeture, une vasoconstriction, qui est une fermeture des vaisseaux artériels qui amènent le sang. Si on ferme les vaisseaux le plus que possible, il y a moins de métabolites inflammatoires qui arrivent dans la zone qui est traumatisée. Donc, ça diminue le gonflement. Ce gonflement lui-même peut être préjudiciable en quelque sorte à la zone puisque ça provoque une augmentation de volume des tissus qui vont presser encore sur la région. Donc, la glace, en immédiat, est en quelque sorte la panacée pour les lésions sportives. La glace, mais pendant une application minimale, 15-20 minutes maximum. On ne met pas de la glace pendant 6 heures de temps d'affilée. Bien sûr, si vous fermez les vaisseaux trop longtemps, moins d'oxygène arrive aux zones et plus de problèmes. Donc, en général, la glace, elle est appliquée, même si la personne a une déchirure complète, comme on disait tout à l'heure, il faut mettre par petite période de 15-20 minutes, vous retirez et vous remettez plus tard, 1 heure, 2 heures de temps plus tard, encore de la glace pour limiter le gonflement. Donc, la glace est primordiale et est appliquée en général, comme je vous dis, dans toutes les lésions musculaires, sauf la contracture ou crampe. Ok, et je vais faire un petit résumé rapide parce que moi, je connais que y a des auditeurs qui ont demandé que émission en créole tout, mais j'aime qu'on dit l'émission toujours en français et en créole. Mais ça, c'est un point qui est très important pour nous comprendre. Et donc, nous avons parlé de élongation musculaire qui c'est et des douleurs que nous avons gagnées, ok? Et côté que muscle en vin du, mais pour qu'on gagne une déchirure. Déchirure là qui ça li et symptôme li, c'est que l'organe douleur musculaire ou a bien déchirure là et ou a une petite effusion de sang parce que muscle là composé de l'eau et de sang et depuis muscle là une petite déchirure, ça veut dire que et sang pral commencer à couler et depuis ouais que ou gagne une tache qui a violacé, un petit genre violet, là ça veut dire que au cas une déchirure à ce moment-là, c'est immédiatement mettre glace pas plus que 15 minutes au maximum et puis automatiquement repos complet mais tout de suite après consultation chez le docteur, ça c'est très important. Et une anecdote aussi parce que moi j'ai eu on va dire la malchance mais la possibilité d'avoir vécu ça, c'était une compétition d'athlétisme. Côté que m'a regardé, c'était en 60 mètres et il y a ce jeune athlète qui après le départ, il a fait un départ fulgurant et puis nous tendons bruit tant qu'on fouette. Et ça, son bagage, faut que nous vivions pour comprendre que le muscle en déchiré, li font bruit tout, ou tendel. Et moi, ouais, athlète, ça a souffri. Il a fallu le transporter à l'hôpital parce que là, dès qu'on entend le bruit, c'est fini. Ça, c'est un claquage de très haut niveau. Donc, c'est immédiat, c'est hôpital. Et puis, bien entendu, je suppose opération parce que c'était les quadriceps qui s'étaient déchirés. Et ça, c'était une blessure très, très, très importante. Donc, nous on avancé petit pas, mais j'espère que toute information ça yo a bon pour nous, nous-mêmes qui athlètes de haut niveau ou bien nous-mêmes qui a fait sport et tant qu'on hobby, ce sont des informations importantes à avoir parce que et malheureusement tout n'a vivre dans pays côté que secours yo pas facile pour joindre, donc il est important pour nous connaître qui gens pour nous réagir en fonction de différentes pathologies et que ou victimes de yo. Eh bien, on va poursuivre notre petit sujet et on va aller maintenant vers les tendinites. Alors, les tendinites, j'ai envie de dire que c'est très vaste parce qu'on a des tendinites un peu partout. Il y en a qui ont plein de noms. Et pour en citer une, par exemple, le tennis elbow, okay, qui est une forme de tendinite. On peut avoir des tendinites au doigt. Et on fait important tout, tendinite là, ou kagel, pas seulement si on fait sport. C'est ça la chose. Donc, qu'est-ce qu'une tendinite? OK. Alors, ce comme tu l'as dit là, un rappel anatomiquement, tout muscle, c'est des corps musculaires, donc des corps fibriles qui travaillent. Mais pour y travailler, il faut attacher sur une structure qui est squelette. Et tout côté que un muscle taché sous zoa pour faire action, taché par ça relais un tendon, qui est une structure qui n'est pas qu'un muscle, qui est beaucoup plus résistant que le muscle avec des fibres vraiment résistantes
qui tâchent sous muscle et qui permettent que contraction musculaire fait action sous zoa. Donc, en fonction de contraction, tendon tiré sous segment zone que le tâche sous lien pour le mobiliser. Donc, en général, tendon lui-même, quand on muscle, gain droit, siège, un problème, là, fonction là. Tendinite là, le terme tendinite définit en quelque sorte ce qu'on appelle une inflammation, mais aiguë, à savoir quelque chose qui est arrivé récemment par soit une activité physique soutenue, soit un effort inhabituel qu'on fait dans les activités de vie courante et qui entraîne une réaction inflammatoire autour du tendon ou sur le tendon. La tendinite est spécifique à, en quelque sorte, une période de temps qui ne dépasse pas en général une semaine pour le début. C'est la différenciation à faire entre la tendinite et ce qu'on appelle en termes médicaux la tendinopathie, qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus générale et qui regroupe à la fois les tendinites, mais aussi toutes les lésions ou les problèmes que les tendons peuvent avoir de façon chronique. Dans certaines littératures, en particulier la littérature française, on parlera plutôt de tendinose des fois, pour les gens qui stimulent un tendon de façon répétitive et soutenue, qui finit par entretenir une réaction inflammatoire chronique dans le tendon et qui leur donne des douleurs de façon continue. Donc, tendinite égale aiguë, tendinose, tendinopathie, c'est plutôt chronique ou encore ça regroupe sous la forme de terme médical l'ensemble des problèmes qu'un tendon peut présenter. Ok. Alors maintenant, on va parler des différentes tendinites à laquelle on peut être sujet quand on fait du sport. Ça peut être le genou, ça peut être talon, enfin. Ça peut être n'importe où vous avez un muscle. Qui dit muscle, dit tendon. Qui dit tendon, possibilité de tendinite. Mais c'est vrai qu'il y a certaines structures tendineuses qui sont le plus souvent atteintes. L'épaule est en premier lieu. Le genou, c'est certain. La hanche en troisième position. Et bien sûr, les articulations plus souples et plus minimes, les doigts et les pieds. La cheville est aussi une zone où certains tendons peuvent entraîner des réactions inflammatoires et des douleurs. Mais de loin, en pratique médicale, l'épaule et le genou sont les numéros 1 des problèmes tendinites. Alors, question supplémentaire, parce que c'est un cas qu'on retrouve très souvent. Alors, bravo, il y a un petit point, nous-mêmes, messieurs, qui battent fait. Et beaucoup de personnes qui font de la musculation ont tendance à se développer le haut du corps, et puis, j'aime mieux nous quitter là, j'aime mieux pas travailler. Et je suppose que ça, c'est aussi l'une des choses qui peut créer des tendinites au genou, puisque le genou doit subir un poids d'une morphologie à laquelle il n'est pas habitué. Donc, si on ne renforce pas les jambes pour subir ce poids en haut, tendinite. Si tout athlète qui fait sport te supposé connaître que c'est plutôt jambes qui méritent gonfler plutôt que c'est en l'air. En l'air apparaît plus rapidement, c'est certain, mais c'est jambes, cuisses, genoux, jambes et chevilles qui supportent quoi. Donc, plus il y a de masse sur en l'air, plus en bas, il souffrir. Donc, il est très important pour faire tous les deux à la fois. Et c'est vrai que masse est importante, mais je vais un petit parallèle là-dessus tout rapidement. Il y a une tendance à penser qu'il faut gonfler le plus rapidement que possible. Et faire plus poids avec moins de répétitions, pas obligatoirement entraîner qu'on pour développer muscle, ou plutôt à développer pendant un certain temps. Mais changement musculaire qu'on va chercher, il n'est pas fait aussi rapidement qu'on veut. Moins de poids, plus répétition, une augmentation de volume musculaire beaucoup plus permanent que l'inverse. Mais c'est pour ça très important pour développer à la fois membre supérieur, mais aussi membre inférieur. Tout membre inférieur pour supporter le poids qu'on va mettre sur membre supérieur. Alors, par rapport à ça, on se dit là, ça c'est aussi quelque chose d'important. Tu me diras si je me trompe. Lorsque quelqu'un fait de la musculation, le muscle enfle. Oui. Mais c'est une réaction inflammatoire. C'est pas gros nègre, muscle enfle, gros nègre, c'est une réaction. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le fait de faire plusieurs répétitions avec un poids raisonnable va consolider les structures musculaires qui, à long terme, vont grossir et vont rester grosses. C'est ça. À l'inverse de celui qui travaille très lourd, muscle en une main légère, mais en fait, c'est parce qu'il est enflammé. C'est ça. C'est exactement ça, le plus simplement dit. Parce que il est très important pour comprendre que le où fait gonfler rapidement, c'est certain que la volume l'a monté visiblement.
mais ce n'est pas un changement qui est définitif, c'est un changement qui est temporaire. Et là, c'est qui est important parce que au cas où l'athlète qui fait compétition pour musculation, ou après que, en dépit du fait qu'il est déjà extrêmement volumineux, avant chaque présentation de corps, ou après que a chauffé muscle pour gonfler encore un peu plus que j'en liais. Mais dès que finit chauffer et que tu fais effort quelques heures après, quantité que prend, quantité gonflement en quelque sorte ou volume que prend diminue aussi rapidement que le départ. Parce que c'est pas un bail qui est constant. Donc c'est pas important de mettre plus poids, mais plutôt de faire régularité dans l'exercice physique là qui pourra changer morphologie musculaire et mener à niveau qu'on veut. Bien compris, information très intéressante. Donc, et ceux qui font du sport, musculation, messieurs, pas oublier, c'est important. Et le nombre de répétitions, bien entendu, chacun d'entre nous a la liberté de pratiquer sport nous, j'en voulais. C'est quand même un docteur qui vous donne ces informations. Je pense qu'elles sont très, très bonnes à prendre. Il y a un petit bagage que je vais rajouter tout pour nous permettre de nous comprendre exactement ça que tendons. Et moi, c'est à 100% que nous, toutes la cap suivre nous là, nous toutes manger poule. Si nous prenons poule, nous prenons cuisse poule, le poko cuite, nous prenons garder cuisse poule là bien, nous prenons ouais, des côté qui viande vraiment, muscles, c'est lié au manger, nous prenons ouais que yo gon ti sang là-dedans etc. Mais là nous garder plus nous rapprocher comme nous de zoa, nous gon ti bagay qui semblent élastique, li blanche, c'est li même et y aurait les tendons. Est-ce que je me trompe? Absolument. Voilà. C'est Donc ça. ça, son bagage pour nous connaître, pour nous comprendre que tout muscle que nous gagnons sous corps nous, yo relié à zone à travers le tendon et le tendon doit être entretenu. Est-ce que c'est la même forme d'entretien que le muscle, par exemple, que c'est important de s'hydrater aussi pour que le tendon soit régulièrement hydraté? Presque encore plus, puisque tendon gain vascularisation, c'est certain. Quand le muscle est moins vascularisé que le muscle, puisque il a moins besoin, mais le fait que le moins vascularisé fait que le besoin plus hydratation et plus étirement pour le fonctionner correctement. Donc, lorsqu'on fait un étirement ou un réchauffement, ce n'est pas seulement muscle qui va chauffer, c'est tendon qui va chauffer tout. C'est tout complexe. On ne peut pas jamais séparer muscle de tendon. Ils tous les deux fonctionner ensemble. Sans muscle, pas de moyen de contraction, mais sans tendon, muscle qui contracté, pas qu'à faire action. Donc, il est important pour considérer qu'un seul système musculo-squelettique, là, il y a zoyo, tendon et muscles qui sont reliés. Ok, donc ça c'est très 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 important. Autre chose aussi, parce que pendant qu'on a parlé de tendon, donc on parlait de tennis elbow, donc qui est cette fameuse douleur qu'on a là quand on joue au tennis. Donc là c'est le même principe, étirement d'abord, hydratation. On va en parler dans une autre émission un de ces jours, je suppose, mais et ça dépend aussi du cordage, ça dépend de la raquette. Si c'est une raquette en carbone qui absorbe tous les chocs, etc. Bon, ça, c'est un tout autre aspect du sport, mais il y a effectivement chez le joueur de tennis ce qu'on appelle le tennis elbow, qui est donc cette douleur que l'on ressent là. Donc, à la base, traitez, hydratez-vous, étirez-vous, faites des mouvements de rotation des coudes pour échauffer le muscle pour pouvoir commencer votre partie de tennis. Et toujours dans les tendons, là, nous parlons pas d'un bagage qui est encore plus grave et puis désagréable pour vivre. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, moi-même, j'ai été témoin de ça déjà. Ce sont douleurs qui atroces, Jean Ouel, et physiquement, li atteint nous, c'est la rupture du tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, qui est le tendon qui relie le talon au muscle de la jambe, exactement. Et lorsque ce tendon se déchire, on perd simplement l'utilité du pied parce que c'est lui qui permet au pied de marcher. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Donc, le tendon d'Achille, comme tu l'as si bien dit, c'est le plus large tendon et le plus volumineux tendon et aussi le plus résistant du corps humain. C'est le tendon qui permet de vous faire des activités de base dans vos activités courantes, à savoir se mettre debout, marcher, se hausser sur la pointe des pieds. Tout ceci, c'est grâce à l'action du muscle en arrière de la jambe qu'on appelle le triceps sural et qui se rattache au pied par le tendon d'Achille. Ce tendon, malheureusement, est le plus résistant, le plus vaste, le plus large, mais aussi le plus susceptible d'être traumatisé puisque c'est un des tendons les plus sollicités pendant n'importe quelle activité. Encore plus dans le sport que dans les activités de vie courante. Donc, ce tendon lui-même, quand il est
sollicité trop rapidement ou de façon trop brusque sans préparation, la déchirure peut se faire. Et en général, les déchirures du tendon d'Achille, bien que ça existe, qu'on puisse avoir une déchirure partielle, elles sont extrêmement rares au niveau du tendon d'Achille. En général, la rupture, elle est complète. Et quand elle est complète, c'est une perte de connexion complète entre le muscle et le pied, ce qui entraîne bien sûr un pied qui part en quelque sorte, qui n'est pas capable de pouvoir faire le mouvement que le tendon est supposé faire, et le pied a perdu sa mobilité et la cheville aussi a perdu sa fonction, ce qui empêche à la personne de continuer à marcher. On pourra voir un petit peu les différentes étapes, mais il faut voir que ça peut arriver dans une activité sportive, et c'est le plus souvent le cas, mais ça peut aussi arriver chez quelqu'un qui ne fait pas un sportif, mais qui est sédentaire, qui ne fait pas d'activité physique et qui ne prend pas soin de son corps, qui ne s'étire pas et qui brusquement décide d'aller faire du sport ou encore d'aller faire une activité physique à laquelle il n'est pas préparé et ça entraîne un problème. Il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent entraîner ça. Par exemple, les gens qui, j'aime bien l'utiliser, bien sûr, parce que c'est important, les gens qui prennent c'est pour jouer les sportifs, les stéroïdes anabolisants, qui sont en quelque sorte les corticostéroïdes synthétiques, qu'on fabrique pour augmenter la masse musculaire, augmenter les performances, sont prouvés comme étant un des premiers facteurs chez les athlètes d'avoir une rupture du tendon d'Achille. Chez les personnes plus âgées, allons dire, qui prennent des médicaments au long cours, en particulier certains antibiotiques, comme les quinolones, les exemples, c'est ciprofloxacine, lévofloxacine, norofloxacine, sur trop longtemps, ça fragilise le tendon et permet d'avoir des ruptures, même des fois, chez des personnes qui ne sont absolument pas sportifs et qui ont développé une fragilité de ce tendon qui se rupture finalement lors d'une activité normale. Oui. Et donc, encore une fois, on revient à la même question. Étirez-vous, faites étirement avant de faire sport parce que les blessures peuvent être graves, elles peuvent être immobilisantes. Si on monde ou travaille dans le bureau toute vie et puis ouais, temps à passer, ou commencer à venir grâce, ceci, cela, ou besoin de faire sport, pas courir à le faire sport de manière intense. M'a voyons message by coach surtout, messieurs et mesdames. Faites attention, ne faites pas vos élèves faire des activités trop intenses sans avoir une idée de leur passé physique et médical. Parce qu'à ce moment-là, ça crée des déchirures très graves. Et encore une fois, malheureusement, tu as souhaité que nous arrivions un jour dans le pays pour nous joindre la soigne beaucoup plus facilement. Mais dans le moment, il n'est pas facile. On tendon déchiré, c'est beaucoup de chirurgie, c'est beaucoup de temps à passer à l'hôpital parce que, bon, on ne va pas en parler là vraiment. Mais je sais que la réparation du tendon d'Achille demande beaucoup de mécanique. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, de la mécanique chirurgicale. Et nous ne voulons pas ça arriver, nous. Donc, premièrement, buvez de l'eau, étirez-vous, connaissez votre corps et pratiquez le sport. Quand vous recommencez le sport, faites petit pas pour nous joindre ça nous chercher dans le sport parce que sinon déchirure musculaire ou bien tendinite ou bien élongation, c'est pas des bagailles qui douces pour vivre et me pas souhaiter nous et pour nous gagner ça vraiment. Maintenant, ça m'amène à cette phase importante de notre petite discussion. Quels sont ici les moyens que nous avons à notre disposition pour pouvoir résoudre certains problèmes de ce genre, hein? Et deuxièmement, qu'est-ce que nous avons à notre disposition pour identifier ces problèmes plus principalement? Première chose, c'est éducation. C'est le plus gros problème dans le pays d'Haïti, c'est l'éducation. Un manque d'éducation entraîne une mauvaise activité physique, une mauvaise activité, même, on ne va pas entrer dans tous les autres détails, mais sans l'éducation, on ne comprend pas ce qu'on fait ou ce qu'on arrive à ressentir lorsqu'on a le problème. Si on avait éduqué les gens à comprendre ce que c'est qu'un muscle, comprendre ce que c'est qu'il faut faire, ce qui est quelque chose qui a disparu, par exemple, dans les écoles, la majeure partie des écoles, c'est l'activité physique, le sport. Le sport était entretenu dans les écoles pour permettre aux enfants de s'adapter à ce que c'est qu'une activité physique, à se préparer à l'activité physique. Et qu'on soit orienté vers devenir un joueur de volleyball, de basketball, de football ou autre, ou qu'on soit juste quelqu'un qui ne veut pas faire de sport, il y avait le sport obligatoirement pour entretenir une bonne condition physique. Et c'est au cours de cette, en quelque sorte, séance de formation qu'on expliquait le fonctionnement des muscles, etc. C'est quelque chose qui est très important. La personne qui fait le sport doit être conscient de ce qu'il utilise pour faire le sport. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut bien sûr un bon environnement
dans l'activité sportive. Tu as parlé d'entraîneur et c'est très important. Moi, parce que dans ma pratique, j'en vois beaucoup. C'est un bagage qui est très important. Entraîneur qui a tendance le plus souvent, coach, ouais, moun y a coach là, et puis yo, en quelque sorte, yo met tes fonctions par yo sous moun y a entraîneur. Niveau que arrivé, c'est pas niveau ça que moun y a. Au contraire, l'homme était trop stress, on dit dans son muscle ou bien son tendon, ou à entraîner une lésion chez un monde qui pas habitué à faire exercice là. Faut pas penser que parce que vous voulez que moun fait 20 répétitions, faut le faire 20 répétitions. C'est pas ça qui est important, mais ton petit problème encore, c'est l'éducation qui n'est pas parce que il faut normalement avoir un diplôme de coach. Mais beaucoup de personnes se propulsent coach sans avoir été formés pour être coach. Donc il y a ça aussi. Maintenant, quand on a un problème, on a vu toutes ces lésions-là, etc., on doit identifier le problème, mettre au repos la personne dans le doute et le référer à une consultation médicale pour une évaluation. En particulier, si c'est un sportif, pas de haut niveau obligatoirement, mais un sportif régulier, il doit avoir un médecin qui va évaluer. Et en termes de ressources maintenant, pour les lésions tendineuses et musculaires, l'examen idéal aurait été de faire ce qu'on appelle une IRM, une imagerie par résonance magnétique qui permet de voir toutes les structures du corps extraordinairement bien, mais on ne l'a pas ici. Le deuxième choix, c'est l'échographie. Ça aurait en général sonographie. La sonographie musculo-squelettique peut donner de bons diagnostics et permettre d'orienter un bon traitement. Ça peut faire la différence entre un claquage, qui est une déchirure partielle, et une rupture totale des fibres musculaires. Donc, uniquement à l'échographie, on peut le voir et déterminer si la personne va être immobilisée pendant 1 à 3 semaines ou pendant 2 à 3 mois. Donc, l'échographie, après l'évaluation médicale, est clé et essentielle. Et la troisième étape de la prise en charge, et celle qu'on a tendance à négliger, rééducation. La physiothérapie est essentielle pour toutes les lésions du système musculo-squelettique. Sans la physiothérapie, à la fin du traitement, c'est laver main sur la terre. Exactement, c'est ça, on n'a pas du tout. Effectivement, donc ça, ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Et encore une fois, nous-mêmes, patients, athlètes, sportifs, depuis nous à l'école docteur, font gens, parce que Dr Patrick dit en début d'émission, faut que nous connaissions qui mots pour nous utiliser pour nous permettre docteur à identifier qui ça nous gagne directement pour que l'y aller droit au but. En fonction de ça, lui-même, l'a décidé, OK, ou pour faire tel ou tel type d'examen pour améliorer santé ou, et puis après, il y a la rééducation. Parce que c'est vrai que si on arrive chez un docteur et qu'on n'arrive pas à dire, moi, j'ai douleur tel côté, docteur, nous pas faciliter le travail docteur. Donc, et mon cher, allons résumer ça encore. Redis-nous encore en conclusion d'ailleurs. Non, c'est très important parce que c'est dans le langage courant. Nous ne sommes pas habitués à utiliser le mot. Par exemple, pour le commun des Haïtiens, pierre, c'est depuis l'en cuisse là, juste l'en pierre. Ouais. C'est pour ça que là, en général, on a dit mou de l'en pied. Premier réflexe médecin haïtien en général, c'est de dire montrer qui côté. Parce que là, dit me de l'en pied et pour montrer mon genou, c'est pas pierre. Mais si me débase seulement sur sortie dit me, tu vas regarder qui problème au en pierre. Cheville, pied, jambes, genoux, cuisses, hanches, c'est beaucoup de structures. Même jambes, bras, c'est tout depuis les épaules là jusqu'à main. Oui. Donc même si on n'a pas connaît que mon n'a pas habitude, va empêcher si on pas montre ou il pas apprendre, c'est tout à fait normal qu'on pas connaît. Mais l'arrivée avec un docteur, montrer docteur côté gain douleur. Montrer exactement côté gain douleur là pour orienter docteur beaucoup mieux que si on te dit il gain douleur dans les épaules, il te dit ah, c'est sur mon tendinite, prends médicament ça. Et puis, vous avez un problème, là, c'est l'embral, mais c'est l'encoude dans le. Voilà. Donc, définitivement, le vocabulaire, son bagage qui est important pour permettre au docteur aider ou dans ça ou gagner. Et deuxième chose importante aussi, hydratation, étirement, repos, bon entraînement. Et puis, sur le long terme, comme je le dis souvent, l'amour du sport. Parce que si vous aimez un sport, vous supposez vous le faire le plus longtemps possible dans la vie, à ce moment-là, mettez sous bord par où toute chance pour que vous fassiez sport le plus longtemps possible.
eh bien, ça va mettre un terme à notre podcast. Je rappelle, puisque le docteur Dupont en a parlé tout à l'heure, nous avons notre podcast que nous avons fait sur le sport à l'école et le sport et l'éducation avec Stéphane Ribu. Je vous invite à regarder ce podcast-là qui traite aussi de ce sujet. Et Patrick Dupont, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir. Il y aura une deuxième partie à ce chapitre. Restez branchés, nous prenons parce que le sujet ça long en pile. Nous avons d'autres aspects de blessures et corporelles que nous pourrons évoquer, mais ça fera l'objet de notre podcast. Patrick, merci beaucoup. Plaisir partagé. Je te laisse aller soigner nos nombreux athlètes qui ont besoin de toi et on se retrouve pour un prochain numéro. Avec merci plaisir. tout le monde. Restez sport. Merci.